Weteones, comme promis dans une précédente vidéo, je vous propose de revenir sur le cas de l'Equus, un gladiateur qui aurait combattu à cheval. Même si l'Equus fait partie des panoplies qui sont mal documentées et mal renseignées, son existence n'est pas à remettre en question, comme par exemple pour l'Andabat. On s'accorde à dire par exemple que ces gladiateurs portaient une tunique. Ce sont d'ailleurs les seuls gladiateurs qui ne porteraient pas le pagne, le subligaculum. On s'accorde aussi à dire qu'il maniait une parma ronde, qui n'est pas sans rappeler celle effectivement des cavaliers, c'est-à-dire je parle des guerriers à cheval. Ils avaient des protections sur leurs deux jambes, entre la cheville et le genou. Et petite particularité également, il ne maniait pas une dague, un puglio ou encore une sika comme les autres panoplies, mais comme les essaidaires, il semble manier une arme plus longue qui s'approcherait plus de l'épée, avec toutefois une pointe brisée, du moins pour les représentations qui datent de l'apogée de la gladiature et pour lesquelles le contexte gladiatorien ne peut pas être remis en question. Et enfin, argument de taille pour désigner ces combattants comme des gladiateurs, et non pas comme des cavaliers, il porte un casque qui a tout du casque des gladiateurs, c'est-à-dire que ce casque est fermé par un masque en fait en métal sur le visage. Le casque est assez caractéristique puisqu'il présente comme une couronne autour de la tête, très certainement afin de protéger des coups de taille, nous y reviendrons après, et il porterait également des aigrettes, c'est-à-dire une plume de part et d'autre du casque. Tout serait dans le nom, c'est-à-dire qu'il s'agirait de gladiateurs qui combattent à cheval. Or, comme nous allons le voir, c'est beaucoup plus compliqué que cela, puisque, en effet, si nous avons des attestations absolument indéniables de phases de combat à pied, nous n'avons, du moins pas pour le moment, retrouvé de preuves absolument claires et définitives d'une quelconque phase de combat à cheval. En cherchant justement dans les sources, je me suis demandé pourquoi en fait cette soi-disant phase de combat à cheval semblait être un passage obligé de cette panoplie, et effectivement je crois avoir compris d'où cela venait. Tout d'abord parlons du nom. Il vient sans équivoque de ekrouos qui désigne le cheval. En grec, nous aurions deux mots. Le premier directement dérivé du mot hippos qui veut dire cheval également. Donc nous aurions le mot hippeus. Et puis nous trouvons aussi dans au moins deux attestations épigraphiques que j'ai pu consulter un autre terme, hippodioctas. Or, ce terme, on le connaît, il désigne tout simplement un cavalier. Pour trouver les sources, j'ai un petit peu souffert. Même à l'heure du numérique, elles ne sont pas forcément évidentes à retrouver, puisque j'ai eu un petit peu de mal à faire le tri, vraiment à choisir le bon grain de livret. Je pense, ce sera ma conclusion, que certaines attestations sont peut-être à revoir, tout simplement parce que le contexte gladiatorien n'est pas forcément aussi sûr que l'on pourrait le penser. Dans son ouvrage La mort en face, Éric Tessier indique 68 occurrences pour l'Equus. Or, dans ce même ouvrage, il n'en donne pas le catalogue, il n'est pas plus précis que cela. Et au vu de ce que moi j'ai pu trouver, je me demande si certaines de ces occurrences, en réalité, n'indiquent pas clairement qu'il s'agit d'Equus ou d'Equites, au sens
gladiatorien du terme. Et de plus, vraiment en consultant les sources qui attesteraient de la présence de ce gladiateur, j'ai eu des mauvaises surprises, voire carrément des déceptions. C'est une panoplie évidemment problématique, dont on n'a pas pu dire grand-chose finalement faute de sources. Mais je pense que l'on peut quand même en dire quelque chose, à condition bien sûr d'être absolument certain que l'on parle bien de la même chose, à savoir d'un gladiateur. Je vous propose donc d'aller regarder les textes ainsi que les documents iconographiques à notre disposition d'un peu plus près pour tirer tout cela au clair. Je me dois tout d'abord de faire une parenthèse à propos de l'ordre équestre. En effet, en latin, le mot eques est polysémique. Il va désigner, selon le contexte, soit un combattant à cheval, soit un membre de la société romaine. Le facteur commun, c'est equus, le cheval, car en effet, les membres de l'ordre équestre, à l'origine, sont intimement liés à la capacité d'entretenir un cheval. Il faut rappeler que la société romaine est divisée en deux entités, la nobilitas d'un côté et la plebs de l'autre. La noblesse, je préférerais dire l'aristocratie, et la plèbe de l'autre. Or, cette différence de statut social était fondée sur des critères fonciers et fiscaux. Certains membres de la plèbe avaient, dès le début de la République, suffisamment de ressources pour pouvoir se financer un cheval à la guerre et non pas être un simple piéton, sans pour autant pouvoir déclarer des revenus suffisants pour prétendre être membre de l'ordre sénatorial. Ils deviendront donc ce que l'on appelle l'ordre équestre et ils seront autorisés à porter comme signe distinctif, retenez bien parce que ça va être très important, la tunique angousticlave, c'est-à-dire une tunique qui est ornée de bandes de pourpre assez fine par rapport à la tunique laticlave qui, quant à elle, était portée par les sénateurs. Ainsi, les membres de l'ordre équestre ne pouvaient pas complètement compter sur les revenus issus de rente et ils se sont lancés pour certains dans des carrières de fonctionnaires, dans des carrières militaires ou encore des carrières juridiques ou judiciaires. Un certain Cicéron, d'ailleurs, est l'un des membres les plus célèbres, je crois, de l'ordre équestre, qui a pu accomplir un cursus honorum et qui, tout jeune avocat, a su se distinguer, est entré au barreau de Rome et ensuite a pu mener une carrière politique jusqu'au consulat. Sous l'Empire, lorsque le grec devient la langue des élites, l'ordre équestre ne disparaît pas et les equites sont également appelés les hippeis. Ainsi, le mot, qu'il soit en latin ou en grec pour l'époque qui nous intéresse, désigne avant tout un cavalier combattant, puis ensuite un membre de l'ordre équestre et, de façon particulièrement anecdotique, un gladiateur. Or, j'ai quand même un petit problème parce qu'on ne fait que répéter, je l'ai dit dans de précédentes vidéos, que un gladiateur était frappé d'infamia et que si effectivement on a des attestations, fin de la République, début de l'Empire, dans certains textes, que des sénateurs, des membres de l'ordre équestre ont pu demander des dérogations sénatoriales puis ensuite impériales pour pouvoir se donner en spectacle sur l'arène, le phénomène reste assez rare et assez rapidement l'interdiction vient frapper ces personnages de la société romaine qui n'ont plus le droit de descendre sur l'arène pour se donner en spectacle. Ainsi, on peut difficilement concevoir que ces equites, en tant que gladiateurs, seraient également des membres de l'ordre équestre. Surtout que les attestations les plus fiables de ce gladiateur
apparaissent, nous allons le voir plus tard, au 2e et 3e siècle de notre ère. Par conséquent, l'Empire est bien installé, l'interdiction de descendre sur l'arène ou de se donner en spectacle quoi qu'il arrive pour les citoyens romains est absolument établie. Donc on ne peut pas affirmer, quoi qu'il arrive, que ces equites en tant que gladiateurs correspondaient à des equites qui faisaient partie de l'ordre équestre. Par conséquent, je me suis demandé assez rapidement si la polysémie du mot n'avait pas pu conduire à certaines erreurs d'interprétation. Et nous allons le voir, je ne me suis pas complètement trompée. Lorsque je travaille sur certains mots, j'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, j'ai le réflexe d'aller voir le TLL, le Thesaurus Linguae Latinae, qui référence toutes les occurrences d'un mot et essaye également de référencer ces occurrences selon leur sens. Alors autant vous dire que l'article sur eques est particulièrement épais. Toutefois, il y a dans le TLL bel et bien une entrée pour l'eques en tant que gladiateur. Par conséquent, je me suis spécifiquement intéressée aux occurrences qui étaient mentionnées à ce moment-là de l'article. Et c'est là que j'ai eu quelques surprises. Donc tout d'abord, il y a une référence chez Velleius Paterculus, plus exactement dans l'histoire romaine, livre 2, paragraphe 56. César remplit Rome de combats de gladiateurs absolument grandioses, de spectacles de nomachie, d'affrontements de cavaliers et fantassins, en même temps que d'éléphants, ainsi que par la célébration d'un banquet donné sur plusieurs jours. Alors dans ce passage, les equites mentionnés ne sont clairement pas des gladiateurs, ce sont des combattants à cheval, comme attesté dans d'autres textes. On savait qu'il y avait des reconstitutions de combats menés sur l'arène dans des moments de jeu, donc eh bien non, là on ne peut pas parler du gladiateur. Cette occurrence est mal placée effectivement dans le TLL. Ensuite, nous avons une occurrence chez Pétrone dans le Satyricon, et plus exactement au paragraphe 45 dont j'ai déjà parlé dans une vidéo. Eh bien, croyez-moi-en, c'est peut-être l'attestation la plus fiable. Et pourtant, nous sommes dans le Satyricon. Il a fait donner des gladiateurs à 2 balles, déjà si décrépits que si on avait soufflé dessus, ils seraient tombés. J'ai déjà vu de meilleurs bestiaires. Des cavaliers ont combattu en flambeau, on aurait dit de vraies poules mouillées. L'un était un âne batté, l'autre un pied plat, le troisième moribond a remplacé le mort qui a eu les nerfs sectionnés. Seul un trace valait plus qu'un P, et encore, il a combattu comme une récitation. Ah bah oui, écoutez, il faut que j'adapte la traduction au niveau de l'angle du texte, parce que je peux vous assurer que c'est pas empoulé comme chez Cicéron, hein, pas du tout. Alors ensuite, j'ai eu un petit souci, puisque le TLL me donne Pline l'Ancien, Histoire naturelle, livre 8, sauf qu'en fait, dans le livre 8, j'ai rien trouvé du tout. Il indiquait également le paragraphe 22, il n'y a rien dans le paragraphe 22 qui se rapprocherait de près ou de loin à un contexte de jeu, pas même de gladiateur, simplement de jeu. Alors effectivement, dans le paragraphe 7, il y a un contexte de jeu, mais Pline parle des éléphants qui ont été... c'est un triste épisode, les éléphants qui ont été massacrés dans l'amphithéâtre sur ordre de Pompée. Et les cavaliers sont bel et bien mentionnés, mais pas en tant que gladiateurs, ce sont visiblement des membres de l'ordre équestre. Et enfin, je suis allée voir aussi au paragraphe 65, il y a bien effectivement un contexte de cirque cette fois-ci. Pline évoque des chevaux et il parle de leurs cavaliers, mais dans un contexte militaire. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette référence dans le TLL. Ensuite, nous avons une référence donnée pour Suétone dans la vie de Jules César au paragraphe 39. Alors, je passe vite parce qu'on est effectivement dans un contexte de jeu, mais là, il est clairement fait référence à un membre de l'ordre équestre, donc je ne peux pas utiliser cette référence non plus. Ensuite, je suis allée consulter les autres dictionnaires. Bon, Gaffio l'ignore tout simplement en tant que gladiateur, donc rien à faire de ce côté-là. Et ensuite, je suis allée voir chez Bailly.
eh bien, bailli, pour le grec, ignore aussi le sens de ce mot en tant que gladiateur. En revanche, dans le Liddell and Scott, il y a bel et bien une occurrence pour Hippodioctas dans une inscription qui a été retrouvée à Smyrne, qui laisserait penser à un gladiateur. Et sinon, pour une autre occurrence de ce mot, effectivement, Bailly en donne une, de même que Liddell and Scott, mais on est chez Théocrite et cela désigne clairement un cavalier, d'ailleurs originaire de Thessalie, donc strictement rien à voir avec la gladiature. Par conséquent, je suis allée voir chez deux grands messieurs, qui ont bien cherché des gladiateurs, l'un en Occident, l'autre en Orient. Donc d'une part Georgeville et d'autre part Louis Robert. Je vais commencer par Georgeville car il a consacré dans son ouvrage, avant même de parler de l'équesse en tant que panoplie, un phénomène que l'on a finalement du mal à cerner et dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que nous ayons des attestations de sénateurs et de membres de l'ordre équestre, c'est ça qui nous intéresse, qui ont combattu en tant que gladiateurs. Donc c'est pas mon propos, je ne vais pas m'étendre dessus, j'en ai déjà dit 2-3 mots. Je vous conseille d'aller lire ce passage chez Georgeville, c'est particulièrement intéressant et c'est particulièrement exhaustif. Ainsi, ce que l'on peut retenir toutefois du passage de Georgeville, c'est qu'il faut se méfier un petit peu des textes. Ainsi, ce n'est pas parce qu'on a le mot équesse dans un contexte de munera, de combat de gladiateurs, qu'il s'agit bien en fait du gladiateur. Et autre chose, à aucun moment il n'est dit que les membres de l'ordre équestre combattaient exclusivement en equites, ni que les equites étaient exclusivement des membres de l'ordre équestre, de près ou de loin, au début de la gladiature, ou même sur sa fin. Et pourtant, et c'est ça qui est assez problématique, les equites, en tant que gladiateurs, portent la tunique en bousticlave, comme nous le verrons sur les documents iconographiques dont nous parlerons tout à l'heure. Alors Georgeville finit bien par parler du gladiateur, et il avance quelques références. Tout d'abord, et elle est un peu problématique, Isidore de Civile, dans les Etymologicae, plus exactement au livre 18, paragraphe 53. Et dans ce passage, Isidore de Civile écrit que les equites commenceraient les munera, et Georgeville prend pour argent comptant cette information, sauf que Isidore de Civile est un auteur tardif, du début du Moyen-Âge, qui écrit à une époque où la gladiature n'existe plus depuis longtemps. C'est un auteur chrétien, donc forcément hostile au jeu. Et à partir de là, Georgeville considère que les equites commençaient les combats. Or, il ne prend pas d'autres sources pour le prouver, et je n'en ai pas trouvé non plus. En revanche, il y a une autre source qui est un peu plus intéressante à ce sujet, mais là encore, il va être difficile d'affirmer que les equites commençaient les munera. Nous sommes chez Cicéron, dans le Prosextio, plus exactement au paragraphe 59. Nous avons là la mention très explicite des chevaux dans un plaidoyer, mais nous n'avons pas le mot eques ou même equites. C'est très important. On a la mention de gladiateurs et de chevaux. Il n'est pas dit que les gladiateurs sont sur des chevaux ou que les chevaux sont sur les gladiateurs. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que ce passage, il est ironique. En effet, Cicéron est en train de se moquer d'un prêteur qui était alors défavorable à son retour d'exil. Cicéron a une vie assez mouvementée, tandis que Sextus, son ami, lui, œuvrait à le faire revenir. Or, ce prêteur en question était tellement détesté qu'il devait accéder au spectacle par un passage dérobé, surnommé la voie appienne par les spectateurs. Donc la voie Appia, en fait, c'est l'artère principale dans Rome, donc bien sûr le passage est clairement ironique.
Et ce prêteur, dès qu'il était aperçu, était automatiquement hué par la foule des spectateurs, si bien qu'ils effrayaient non seulement les chevaux, mais encore les gladiateurs. Donc le passage est une plaisanterie. Je ne pense pas que Cicéron invente quoi que ce soit. S'il dit qu'il y avait des chevaux, qu'il y avait des gladiateurs, c'est qu'il y en avait. Mais on ne peut pas dire à partir de ce passage que des equites commençaient les munera. On ne sait pas en plus à quel moment exactement le prêteur arrivait. Si ça se trouve, il arrive en plein milieu des jeux. On ne sait pas, on n'a pas d'indication. Donc ce passage ne permet pas de confirmer que les equites commençaient les munera. Ensuite, chez Louis Robert, nous aurions a priori seulement 2 références épigraphiques, dont l'une se trouve aussi dans les Inscriptiones Graecae ad Red Romanas Pertinentes, et plus exactement au livre 4, et ce serait l'inscription numéro 1455 pour les Inscriptiones Graecae, et elle est référencée au numéro 246 chez Louis Robert. Effectivement, pour cette inscription, retrouvée à Smyrne, j'en avais parlé en fait lorsque j'avais mentionné ce que l'on pouvait trouver dans le dictionnaire Liddell & Scott, c'est la même. Effectivement, on a la mention d'un nombre de victoires, plus exactement 17. Donc cela ressemblerait fortement à un palmarès de gladiateurs. L'indication de la panoplie serait, dans ce cas, hippodioctas. Le terme apparaît en toutes lettres et donc nous n'avons pas de problème quant à une éventuelle restitution. En revanche, pour l'inscription numéro 137 chez Louis Robert, donc une inscription qui a été retrouvée à Sardes, avec la représentation d'un cavalier, il y a effectivement en dessous le mot hippodioctas, mais le contexte gladiatorien n'est pas forcément évident. On peut peut-être la considérer comme effectivement la mention d'un gladiateur, mais contrairement au nombre de victoires qui est annoncé de façon absolument canonique telle qu'on la retrouve dans d'autres inscriptions, là, l'occurrence est un petit peu moins sûre. Bon, malgré la pauvreté des sources, on pourrait considérer que ce mot désigne le gladiateur pour le distinguer justement de l'ordre équestre. Sauf que tout ce qui est simple est forcément compliqué puisque nous avons clairement l'attestation du mot hippeus dans un texte et dans un contexte clairement gladiatorien. Chez Artemidor, dans l'Onirocriticon, plus exactement au livre 2 et au paragraphe 32. Il s'agit dans ce passage de l'interprétation que l'on pourrait faire si l'on venait à rêver de gladiateur. Le passage est assez drôle. Le cavalier indique que la femme est riche et bien née, mais qu'elle n'est pas intelligente. Passons maintenant aux sources iconographiques. Je vais d'abord évoquer celles qui semblent être problématiques, et puis ensuite je vais aller vers celles qui, en revanche, ne laissent aucun doute quant à la représentation d'un gladiateur. Alors, petite parenthèse qui me servira de transition également. On aurait une source épigraphique latine qui mentionnerait des equites. En effet, on a retrouvé une inscription murale à Pompéi, issue de la région 5, c'est-à-dire c'est la région de fouilles dans laquelle on a retrouvé la caserne des gladiateurs. Sur cette inscription, un certain Samus aurait été victorieux comme Murmillon, mais aussi comme Equus, à condition que la restitution de l'inscription soit bien celle que l'on pense. C'est pour cela que je pense qu'il faut considérer cette source avec précaution, nous en avons quand même des plus probantes. Pour ce qui est des représentations qui ont été présentées comme représentants des equites, nous avons tout d'abord un relief qui a été retrouvé dans la nécropole maritime de Pompéi. Donc ce relief représenterait une pompa avec des cavaliers, mais il n'y a pas des gladiateurs, ils ne sont pas représentés. Alors Georgeville suppose que les gladiateurs étaient représentés sur le bandeau qui, pas de chance, a justement disparu. Avec des suppositions, on refait tout.
Donc on ne peut pas la considérer comme une occurrence fleuve. Ensuite, nous aurions la tombe de Scaurus, qui se trouve également à Pompéi et qui est parfois présentée comme la plus ancienne représentation des Equites. Elle serait en effet d'époque néronienne. Il s'agit d'un bas-relief en stuc qui représentait des Munera, sauf que ce bas-relief a été détruit, donc il n'en subsiste que des croquis, et lorsque vous passez d'un artiste à l'autre, il y a des différences majeures, c'est littéralement le jeu des 7 différences. Par conséquent, la source est forcément de seconde main, et s'il y a autant de variations entre les croquis, on ne peut pas la considérer comme fiable à 100%. Bon, en revanche, on peut considérer que le contexte gladiatorien ne fait pas trop de doute, mais on n'est pas sûr que ce soit des Equites qui soient représentés. Et moi j'aurais une autre remarque à faire sur une autre partie de la peinture. En effet, à un moment, nous avons donc 2 secutores à part et 2 rétières à part. Or, les paires ne semblent pas s'affronter les unes les autres. Et j'ai un petit problème, j'ai l'impression qu'un sécutor est en train d'être représenté en train d'en tuer un autre. Or, les 2 rétières sont en retrait et au-dessus du sécutor, il n'y a pas le signe θ que l'on peut retrouver ordinairement sur les représentations de gladiateurs qui sont morts. Nous n'avons pas non plus l'arbitre qui est en train de faire le geste de la mort. Donc je me demande, puisque le bas-relief a disparu, si l'artiste n'a pas pris quelques libertés, tout simplement parce que soit sa mémoire était défaillante, il l'a fait de tête en fait ce croquis, soit tout simplement parce qu'il n'a pas compris un passage du bas-relief qui était sans doute abîmé, et donc il l'a interprété un petit peu à sa sauce. Ensuite, nous aurions une attestation, toujours à Pompéi, dans la maison d'Amandus. La peinture daterait a priori également du 1er siècle de notre ère. Donc nous pouvons voir sur cette peinture des combattants à pied d'un côté qui ont pu d'ailleurs être interprétés comme des gladiateurs samnites, donc les précurseurs des provocatores. Et nous avons également de l'autre côté 2 cavaliers qui ont pu être interprétés comme des Equites parce qu'il y a sur leur droite un personnage qui semble souffler dans une trompette droite. Donc en effet, on sait que ce genre de trompette pouvait être utilisé dans l'amphithéâtre, mais moi je vais vous répondre que cette trompette est avant tout d'usage militaire. Donc qu'est-ce qui prouve que ces 2 cavaliers ne sont pas en réalité de guerriers à cheval. On a également au-dessus de ces 2 cavaliers, et c'est ça en fait qui a mal orienté l'interprétation de la peinture, je pense, vers un contexte gladiatorien. On a une inscription, cette fois-ci ce n'est pas de l'étrusque mais c'est de l'osque, Spartax. Tout de suite, parce que nous sommes les héritiers de ce personnage qui a été essentiellement élaboré au XIXe siècle, qui a été rendu célèbre par le film de Kubrick, on va penser à Spartacus. Ah mais oui, s'il y a une référence à Spartacus, ce sont forcément des gladiateurs. C'est d'ailleurs une référence à la révolte de Spartacus. Non, je ne pense pas. Non, on va pas pouvoir dire ça. Tout simplement parce que le gladiateur dont on parle, il a été redécouvert au XIXe siècle, on en a fait une figure du révolté, alors que les textes antiques n'en parlent pratiquement pas, et quoi qu'il arrive, absolument pas en bien. Spartacus, c'est l'esclave qui a défié l'autorité romaine. Le fait que Crassus ait réussi à le combattre avec des légions financées par ses propres deniers, puisque le Sénat avait refusé de lui accorder l'imperium, car ce n'était pas une vraie guerre pour eux, en fait c'était des esclaves, ce n'est pas un ennemi honorable, c'est terrible de le dire, mais c'était comme ça. Donc non, je ne pense pas que ce soit un hommage à Spartacus sur cette peinture. Ça ne fait strictement aucun sens quand on connaît les textes latins. Ça, c'est vraiment une lecture moderne qui a été faite bien a posteriori, quand Pompéi a été fouillée. Ainsi, pour moi, je ne pense pas que l'on puisse dire que cette source
soit inscrite dans un contexte gladiatorien, tout simplement. Je vais maintenant aborder un cas limite qui va me servir de transition vers les sources qui attestent réellement de l'existence de ce gladiateur, afin de finir sur une note un peu plus positive quand même. Tout d'abord, nous avons retrouvé une lampe à huile qui est actuellement exposée au musée d'archéologie et des beaux-arts à Vienne, en France. Effectivement, sur cette lampe à huile, on peut voir représenter un cavalier, on a bien le cheval et le monsieur dessus. Le monsieur dessus, en l'occurrence, porte un casque fermé, à aigrette. On retrouve la couronne qui semble être distinctive du casque de l'Équesse. Il a bel et bien une tunique, il a bel et bien des bandages sur la jambe gauche que l'on peut apercevoir. Il est muni d'une parma ronde et peu convexe et il brandit, alors non pas peut-être une épée, mais du moins une lame suffisamment longue pour pouvoir frapper de taille. Toutefois, si a priori on a toutes les caractéristiques de l'Équesse, eh bien il a cheval, d'accord, mais il n'est pas présenté en opposition. Donc, encore une fois, nous n'avons tout simplement pas de représentation de l'Équesse en opposition au moment où il est à cheval. Ça n'interdit pas, bien sûr, que l'Équesse pouvait être à un moment à cheval, peut-être qu'il se rendait au combat à cheval, mais là encore, nous n'en avons pas la preuve. Nous allons donc maintenant passer aux sources iconographiques, d'une part moins altérées et surtout beaucoup plus consensuelles. Comme de par hasard, elles concernent soit le 1er siècle de notre ère, soit essentiellement le 2e et le 3e siècle, c'est-à-dire l'apogée de la gladiature. Tout d'abord, il existe 2 bas-reliefs qu'on a retrouvés à Pompéi et qui sont datés du 1er siècle de notre ère. On reconnaît clairement la panoplie sur ces 2 bas-reliefs, contrairement aux peintures que nous avons pu évoquer, là il n'y a vraiment pas d'ambiguïté. Il y a d'ailleurs la présence de l'arbitre sur l'un de ces bas-reliefs, tandis que sur l'autre nous voyons clairement un gladiateur à terre et l'autre sur sa gauche qui pose en victoire. Ils sont à pied, encore une fois. Voilà. Donc, nous avons bien la représentation d'Equites, mais à pied, pas à cheval, alors que là, c'est sûr, il y a eu visiblement une opposition. Nous allons maintenant passer à la très belle mosaïque de Romer Halleux, qui elle est datée du 2e siècle de notre ère, et on peut dire que la représentation est d'une qualité absolument exceptionnelle. Nous pouvons voir sur cette mosaïque tous les détails qui font la panoplie dont nous parlons. Il y a même une petite subtilité. Comme les 2 parmae sont visiblement identiques, on a pris soin de représenter les Equites pour l'un avec une tunique rouge et pour l'autre une tunique bleue, afin de les différencier. On peut supposer effectivement que c'était le cas dans l'amphithéâtre, parce que en effet, sur la mosaïque de Ziethen, où là cette fois-ci on voit 2 Equites qui sont plutôt sur la fin d'un combat. En effet, l'un des 2 est soumis par l'autre et se trouve à terre. Et en effet, l'arbitre est en train de retenir le bras de l'Équesse victorieux. Ensuite, nous avons la mosaïque de la Villa d'Aoste, en Suisse, qui est à peu près de la même époque que la mosaïque de Ziethen. Là encore, l'armatura est parfaitement reconnaissable, c'est le même équipement. A priori, les tuniques semblent avoir des différences également au niveau de la couleur. Et il n'y a, encore une fois, pas de chevaux. Alors ce qui est intéressant sur cette mosaïque, c'est que les 2 gladiateurs sont clairement en opposition. On peut voir qu'ils sont en train d'armer réellement leurs bras pour frapper de taille et non pas d'entaille, comme les autres panoplies qui sont quant à elles munies d'une dague. Et par conséquent, on peut se dire que des coups de taille, ça devait faire particulièrement mal, voire ça peut être vulnérant au point d'en être dangereux. Et justement, je vais finir sur une toute dernière représentation, très intéressante à bien des égards. Il s'agit de la mosaïque des gladiateurs exposée au musée de Madrid, qui date du 3e siècle de notre ère. En effet, sur cette mosaïque, nous avons des inscriptions. Nous savons que de ces 2 Equites, l'un s'appelait Maternus, tandis que l'autre s'appelait Symmachus. Maternus
est indiqué comme mort au combat, tandis que Symmachus, Homo Félix, homme chanceux, a visiblement survécu à son combat. Donc la mosaïque est en 2 bandeaux. Sur le bandeau du bas, les 2 gladiateurs sont en train de s'affronter. Sur le bandeau du haut, Symmachus semble avoir pris le dessus, tandis que Maternus est étendu à terre dans une mare de sang, avec visiblement une plaie au-dessus de son épaule gauche, assez près de son cou. Ça correspondrait parfaitement à un coup de taille donné de haut en bas par Symmachus avec son arme qui se trouverait dans sa main droite. Ce qui est assez intriguant, c'est que les 2 gladiateurs semblent avoir perdu leur casque. Est-ce que c'est pour mieux voir leur visage? Est-ce que ça correspond à une phase de combat? Ou est-ce qu'au contraire, le combat est terminé, puisque l'un des 2 gladiateurs est agonisant? Ce qui est étonnant, c'est que Symmachus, donc qui est présenté comme vainqueur, semble se précipiter vers son adversaire, peut-être un camarade. Est-ce qu'il est en train de lui porter assistance? Est-ce qu'au contraire, il vient de l'achever? En tout cas, il n'a pas d'arme dans les mains, il n'a plus d'armes. Les boucliers ont été déposés, les casques ont été enlevés, le combat est terminé, et peut-être qu'on a là la représentation d'un gladiateur qui est en train de voir mourir son camarade et peut-être un ami. En tout cas, cette mosaïque représente la mort sanglante d'un gladiateur, mais surtout d'un équus. Par conséquent, je pense que c'est un argument ultime pour affirmer que non, ce n'étaient pas des membres de l'ordre équestre qui endossaient cette panoplie. En effet, qu'un membre de l'ordre équestre se donne un spectacle sur l'arène, c'est une chose, mais qu'il y meure, c'en est toute une autre. Il s'agit d'un citoyen romain. Ce serait inconcevable, à mon sens, pour cette société, puisque cette mosaïque date du IIIe siècle, c'est-à-dire qu'on est plutôt plus proche de la fin de la gladiature que son début. On peut concevoir que les equites avaient le même statut que les autres gladiateurs et ne faisaient pas partie d'une élite ou encore d'une aristocratie parmi les gladiateurs. En tout cas, il n'y a rien qui va clairement dans ce sens. En conclusion, je me demande tout simplement si l'interprétation de certaines sources n'est pas un petit peu hâtive. En fait, on n'est pas toujours sûr qu'il s'agisse vraiment de gladiateurs. De plus, on ne sait pas grand-chose de la pratique. Est-ce qu'il y avait bien 2 phases de combat, l'une à cheval, l'une à pied qui suivait? Eh bien, on ne sait pas. Enfin, je me demande si cette interprétation, la phase à cheval puis la phase à pied, n'est pas en réalité une contamination du déroulé des duels judiciaires qui sont apparus au Moyen-Âge, donc c'est-à-dire des siècles plus tard et dans un contexte civilisationnel absolument différent. Les rares phases de combat représentées dans un contexte clairement gladiatorien sont à pied, avec des armes plutôt longues comparées à celles des autres gladiateurs, exception faite bien sûr des essais d'air, et elles ont pour but la soumission, voire la blessure fatale de l'adversaire, et peut-être plus vite que dans les autres armaturae. Celle de l'Equus reste, par rapport aux autres, toutefois anecdotique, mal renseignée, si bien que la pratiquer dans un cadre sportif semble possible, mais ce n'est peut-être pas forcément intéressant. Ensuite, pour ce qui est du combat à cheval, pour avoir essayé, c'est dangereux. Et je pense que l'on n'accepterait plus de nos jours de risquer de se blesser ou de risquer de blesser le cheval. Et à raison, à mon sens, il y a déjà suffisamment à faire avec les armaturae que nous connaissons bien mieux, plus adaptés à une pratique sportive sécurisée, raisonnée, plutôt que de tenter d'aller explorer des terrains expérimentaux finalement assez mal défrichés.